Ah, l'Afrique! J'ai toujours été attachée à ma patrie. Plus jeune, je rêvais d'immigrer aux USA pour apprendre la mécanique au haut niveau et revenir dans mon pays afin d'en faire profiter mes frères. Déjà au pays, j'étais fascinée par le bricolage. Je démontais et remontais tout ce que je touchais. J'étais curieux de connaître l'assemblage des engins roulants. La mécanique me passionnait franchement. C'est exactement le métier que j'ai appris lorsque je posais mes valises en Europe. Les choses ne furent pas faciles à mon arrivée. Je suis issue d'une fratrie de 6 enfants dont je suis le 5e. Mes frères et sœurs n'ont pas eu la chance de faire de longues études. Au décès de notre père, maman nous mit face aux charges de la famille. Il fallait alors choisir ceux parmi nous qui poursuivraient les études. À l'unanimité, mes frères nous ont désigné Sarah et moi parce que nous étions les plus jeunes. D'ailleurs, l'école nous réussissait plus. Maman nous a fait comprendre que nous étions des privilégiés et que nous n'avions pas intérêt à sous-estimer ce privilège. Notre père était planton à la préfecture. Il ne gagnait pas grand-chose, mais de son vivant, il était tellement disponible pour son patron et ses collaborateurs qu'il recevait des dons de ceux-ci. Ainsi, nous avions l'impression qu'il se suffisait. Depuis sa mort, tous ses avantages se sont volatilisés et sa maigre pension ne suffisait plus. Maman demanda à nos aînés de chercher du travail afin de nourrir la famille car aucun parent paternel n'avait manifesté le moindre désir de nous aider. La tâche n'était pas facile. Puis 6 mois plus tard, le patron de papa nous fit un don de 2 500 000 francs CFA. Nous n'espérions pas autant d'argent. Le patron de papa avait souhaité que maman l'investisse dans nos études. J'étais en classe de 3e. Alors mes frères proposèrent que je parte en Europe afin de pouvoir soutenir la famille plus tard. Le patron de papa nous aida encore dans ce projet. Du vivant de papa, j'étais régulièrement chez lui car son fils Mike était mon ami. Monsieur Sissoko avait foi en moi. Alors il m'aida à regagner la France où je bénéficiais de certains de ses contacts. Ma famille paternelle n'apprécia pas mon départ qu'elle trouva précipité. Elle reprochait à maman de ne l'avoir pas informée du projet. En outre, il n'avait pas apprécié que ma mère ait utilisé l'argent du patron de papa sans le leur présenter. La famille estimait qu'il était de leur droit d'en disposer comme papa n'était plus. Les frères de papa ignoraient que la loi faisait de maman l'ayant droit légal. Maman se défendit comme elle le put, mais la famille lui demanda de restituer l'argent. Certains même la traitaient de voleuse. Ma mère fut insultée, humiliée à cause de cet argent. Monsieur Sissoko vint même clarifier la situation. Les frères de papa intimèrent l'ordre à maman de regagner sa famille à elle ou de se trouver un autre logement parce qu'elle avait maintenant les moyens de se louer une maison. Elle fut malheureuse. Elle aurait même rendu l'argent s'il était encore disponible, mais hélas. Chaque fois que je l'avais au téléphone, elle me rappelait combien ma mission était importante pour la famille. Je devais réussir coûte que coûte afin de corriger ce qu'elle considérait comme une maladresse de sa part. J'en étais conscient. Ma famille vécut en vase clos pendant 4 années. Même les propres parents de maman refusaient de l'héberger pour les mêmes motifs. Chacun voulait sa part du gâteau. Ils trouvaient inopportun le motif pour lequel l'argent avait été utilisé. Ils étaient tous persuadés que je ne reçurais pas. De la France, je me rendis en Belgique. Là-bas, j'ai eu une bonne opportunité, puis j'ai décidé de revenir au pays. Je voulais rétablir l'ordre, contenter les familles paternelles et maternelles. Mon intention était non seulement les amener à rétablir ma mère dans ses droits, mais aussi de leur faire la preuve de leur faux pronostic à mon sujet. J'avais bel et bien réussi. Je n'étais pas super riche, mais j'avais de quoi rembourser à chaque partie 2 500 000 francs CFA, voire même plus. Avec l'aide de l'imam, ma mère et moi entreprîmes les différentes médiations. Bien évidemment, l'argent a été accepté. Mais les cœurs sont restés fermés. Je ne reçus de remerciements de personne. Au contraire, j'ai appris plutôt que j'étais venue exhiber ma richesse et narguer la famille au sens large du terme. Chacun me disait de moi. J'achetais un terrain afin d'y construire une maison pour ma mère. Une semaine avant mon départ, je fus secouée par un malaise. Mes pieds s'enflaient sans raison. Je n'arrivais plus à me déplacer. Les douleurs étaient si fortes que je les ressentais à la tête. Ma mère était inquiète. Elle voyait en cela la manifestation de la magie noire.
Puis des œdèmes apparurent. Impossible pour moi de me doucher. L'imam qui s'est rendu à mon chevet à l'hôpital me conseilla de faire évacuer sans crier gare. De me faire évacuer sans crier gare. Selon lui, c'était le meilleur moyen de fuir mes persécuteurs. La médecine était impuissante face à mon mal. Plus on m'injectait des antalgiques pour atténuer la douleur, plus les œdèmes prenaient de l'ampleur et la douleur s'intensifiait. Le jour prévu pour le départ en Belgique, je me rendis à l'aéroport en ambulance médicalisée. Dans l'avion, je me croyais au fin fond de l'océan. J'avais peur de ne pas arriver à destination. Je transpirais. Par moments, j'avais l'impression que l'avion allait cracher. Je priais à haute voix, puis l'avion atterrit. Toutes les dispositions avaient été prises à l'aéroport pour mon transfert urgent à l'hôpital. Cependant, ce qui se passa fut incroyable. Dès que l'avion se posa sur le sol de Bruxelles, tous mes maux disparurent. Les œdèmes également. Je marchais même comme les autres passagers pour sortir de l'avion. Tout le monde était surpris de ce miracle. Je tins à parler à ma mère et à l'imam car il se faisait une sang d'encre. Ma mère pleura de joie. L'imam me conseilla de ne plus jamais poser les pieds sur le sol de ma ville natale. Désormais, selon ses thèmes, c'était une zone interdite pour moi. J'en ai souffert. Ce que j'avais vécu était assez insolite. Je considérais cela comme un avertissement. Je mis donc en avant mon bien-être et celui de ma famille nucléaire, c'est-à-dire ma mère et mes frères. Dire que je rêvais d'épouser une Ivoirienne et revenir vivre dans mon pays. J'ai dû revoir mes plans. J'ai épousé une Anglaise qui vivait à Bruxelles. Elle était adorable. Je parlais régulièrement au téléphone avec ma mère et mes frères. Tous leurs besoins étaient primordiaux. Mon épouse était blanche mais avait l'esprit africain. Elle me comprenait. 12 années après l'incident, ma mère manifesta le besoin de me revoir. Elle me dit clairement qu'elle souhaitait me revoir avant sa mort. Effectivement, je ressentais moi aussi ce même désir. Je voulais aussi que ma mère connaisse mes enfants. J'en avais 4. Et Sheila attendait notre 5e enfant. Elle tenait elle aussi à découvrir l'Afrique. Nous nous donnâmes rendez-vous à Abidjan, loin des regards maléfiques, dans un hôtel de luxe. Lorsque je serrais ma mère dans mes bras, nous nous mîmes à pleurer. Mes frères et sœurs étaient heureux de me revoir. Je pus faire la connaissance de mes neveux et nièces. Nous avons passé la nuit ensemble dans la même chambre, bien que nous nous en ayons réservé 3 de haut standing. Financièrement, j'avais réussi et j'avais atteint la plupart de mes objectifs. Travailler dans l'automobile, être nanti, offrir le pèlerinage à ma mère, construire une maison pour elle et mettre ma famille à l'abri du besoin. Le hic dans mon parcours, c'était de n'avoir pas pu m'installer dans mon pays comme je l'avais souhaité. Après une bonne nuit remplie d'émotions et de partage, je ne saurais vous dire ce qui s'est réellement passé. Sheila et moi avions prévu de passer 2 semaines en Afrique. Nous devrions découvrir San Pedro et Yamoussoukro. Que s'était-il passé? Lorsque j'ouvris les yeux à l'aube du 2 août 1997, j'étais à Bruxelles en soins intensifs. Mon épouse me raconta plus tard que j'avais eu un malaise dans la nuit du 14 juillet qui m'avait plongé dans un coma profond. Elle avait estimé que je devais être évacuée en Belgique. J'avais échappé encore une fois à la mort. Cette fois, je compris que la destination Côte d'Ivoire m'était fermée à jamais. Je comptais pourtant bien y être enterrée. Ma mère est morte 2 années après. Je n'ai pas pu assister à ses obsèques. Mon frère est né également. Je dus faire venir le reste de la famille en Belgique. La maison de ma mère dans notre ville natale est tombée en ruine. Nous avons tous décidé de ne plus y retourner. Ainsi s'achève notre histoire. Que pouvons-nous dire de cette histoire? L'Afrique, l'Afrique, encore l'Afrique, rien que l'Afrique. Oui, en Afrique, c'est cela. Les jalousies passent par-là. Lorsque tu réussis, si tu ne fais pas attention, tu peux te faire détester. Et cette haine-là peut conduire certaines personnes à aller consulter des forces occultes pour te faire du mal. Et c'est ce que nous avons vu là. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui a reçu 2 500 000 de la part du patron de son mari qui est décédé, qui, au lieu de dépenser cet argent, se dit que pourquoi ne pas miser sur mon fils, le faire partir en Europe pour qu'il puisse nous faire sortir de cette pauvreté-là. Et pour cela, les 2 familles, la famille du défunt et celle de la femme, se sont plaints. Et ils ont même renié leurs belles et leurs filles pour les uns et les autres. Malgré qu'il a réussi, qu'il est revenu au pays, qu'il a remboursé cet argent qu'ils ont réclamé, ils ne sont pas contents. Ils en veulent encore au jeune homme. Ils ont même décidé de le faire périr ici
il insistait pour rester en Afrique. Et comme on le voit, cela est bien dommage. C'est pour ça qu'on nous dit que nous devons vraiment prier, nous devons prier sans relâche, toujours prier, ne jamais nous éloigner soit du Coran ou de la Bible, car de là vient notre salut. Car on ne sait pas qui dans notre entourage nous veut du mal, qui dans notre entourage ne nous aime pas et qui est prêt à tout pour nous nuire. Sur ce, je vous dis bye.